J'avais tellement entendu parler du Rajasthan, le pays des Maharajas. Maintenant, je comprends pourquoi. Ces forteresses monumentales et fastueux palais surgissent du désert et dominent l'horizon. À l'opposé, les autochtones vivent d'une manière simple en contrebas, et l'eau est une ressource rare dans ces contrées. Pendant 10 jours, on a traversé des routes poussiéreuses, exploré ces cités colorées et rencontré des cultures profondément ancrées dans l'histoire. Voyager à notre manière, c'est bien plus profond que descendre d'un bus touristique pour découvrir des lieux. C'est une immersion partielle dans une âme personnelle, vibrante et intemporelle. On quitte l'Uttar Pradesh et Fatehpur Sikri, et les paysages deviennent plus arides à travers la fenêtre de notre taxi. Devant nous, Chandbauri s'ouvre au cœur de la terre. Un puits à degré colossal, taillé avec une précision presque irréelle. Des centaines de marches descendent en parfaite symétrie, formant une pyramide à l'envers, un labyrinthe géométrique de pierre, de lumière et d'ombre. Autrefois source vitale d'eau, le lieu était aussi un espace de rassemblement, de rituel et de survie dans un environnement rude. En longeant ces parois, des figures sculptées émergent des murs, divinités, danseurs, gardiens, polis par des siècles de dévotion et par le temps. Colonnes et bas-reliefs racontent des histoires de joie, de fertilité et de respect. À côté du puits se dresse le temple d'Archat Mata. Là, un fidèle nous accueille par un geste simple et silencieux. Une ligne rouge de vermillon est tracée sur notre front, le tilak, symbole de protection, de bénédiction et de l'éveil du regard intérieur, associé à la conscience et à la clarté de l'esprit. Autour de nos poignets, un fil rouge en nylon est noué, signe de dévotion, de continuité et de lien avec le divin. Ici, avant de prendre la route à travers le chaos de Jaipur, le voyage au Rajasthan commence tout en douceur. Mais le trafic et les klaxons reprennent vite le dessus à notre arrivée au crépuscule dans la ville rose. Notre visite de Jaipur commence au bord de l'eau. À Jal Mahal, le palais des eaux flotte dans une symétrie silencieuse, à moitié immergée, reflétant les teintes douces du ciel matinal. De là, nous prenons de la hauteur par rickshaw et rejoignons le légendaire fort d'Ember, dont les remparts massifs en grès jaune se reflètent dans le réservoir en contrebas. Scandalisés, on voit certains touristes monter vers l'entrée sur le dos de pachydermes. Les enceintes du fort protègent des cours palatiales de marbre et de pierre, surveillées par de joyeux langours gris.
Des artistes de rue jouent du ravanata, un instrument à cordes traditionnel du Rajasthan, pour quelques roupies. Les autochtones aiment se prendre pour des sultans et danser pour leurs followers. Le célèbre Sheesh Mahal dispose de murs incrustés de milliers de miroirs qui reflètent la lumière comme un ciel étoilé enfermé dans la pierre. Juste au-delà du fort, nous entrons dans le temple hindou Sri Jagat Shiromani. Ses piliers sculptés et son atmosphère paisible offrent une expression plus intime de la dévotion. Non loin, Panamena s'enfonce dans la terre selon une géométrie rigoureuse. Un puits à degrés utilisé autrefois non seulement pour l'eau, mais aussi pour se retrouver socialement, s'abriter de la chaleur et se reposer. On retourne en ville à bord d'un bus on ne peut plus bondé. L'après-midi nous entraîne à travers les bazars et les grandes artères de Jaipur, encadrées par les portes historiques de la ville où circulation, couleurs et commerce ne s'interrompent jamais. Nous passons au crépuscule devant l'Albert Hall, élégant palais indo-sarrasin devenu musée, dont la façade claire rappelle l'époque coloniale inscrite dans l'histoire de Jaipur. Pour manger, on tente le restaurant Nero's, un cadre tranquille et une cuisine fine, contraste total de la street food habituelle. C'est coutume de finir avec des graines de fenouil et du sucre pour une haleine fraîche et faciliter la digestion. Sur le chemin du retour, on passe par les bazars pour découvrir fleurs, alimentation et les rues orangées illuminées. Notre hôtel, le Bissau Palace, est un élégant palais du 19e siècle à l'architecture rajpoute préservée, orné de fresques et de dessins minutieusement détaillés, dont l'histoire aristocratique se ressent dans chaque salon et cour. En contemplant les différentes pièces, on peut apprécier que des personnalités comme la princesse Diana ou Gandhi y ont séjourné. Le deuxième jour s'ouvre sur l'une des façades les plus emblématiques de Jaipur, Hawa Mahal, le palais des vents. Ses 365 fenêtres ajourées instaurent un dialogue discret entre architecture et codes sociaux. On y trouve un réseau de couloirs étroits et de petites chambres
qui permettait aux femmes de la cour d'observer la vie de la rue tout en restant à l'abri des regards. Les vitraux colorés teintent la lumière en nuances rouges, bleues ou vertes, créant à l'intérieur une atmosphère douce et presque irréelle. De tout en haut, on peut apercevoir le Jantar Mantar, un observatoire astronomique du XVIIIe siècle. Dans la rue, les macaques se faufilent partout et font toutes sortes de bêtises, volant des objets, chapardant de la nourriture et provoquant souvent des scènes aussi drôles qu'imprévisibles pour les passants. Une connaissance nous avait dit de contacter Bilou, guide local et chauffeur de rickshaw. Il nous explique un peu sa vie. Hi, my name is Billu and I'm from Jaipur, from India. And I'm driving tuk-tuk for a tourist people, for my tourist friends. And Jaipur is the most beautiful city in India. There is so many nice things to see, like Amber Fort, City Palace, Jantar Mantar, Palace of Winds, Water Palace, many more nice things. And Jaipur also very famous for shopping. So anybody wants to go anywhere else in Jaipur, this is my tuk-tuk. You can see nice tuk-tuk here. On écoute sa recommandation et on se dirige vers le Sri Lakshmi Narayan Mandir, où le marbre blanc et les espaces ouverts créent une sensation d'équilibre et de sérénité. Dans le temple d'à côté, les fidèles sonnent la cloche, un geste simple qui prépare le corps et l'esprit à la prière. Au tombeau de Sawai Madho Singh, l'histoire devient plus personnelle. Un lieu de repos à l'écart du tumulte urbain. Des travailleurs autochtones réparent les enceintes sur des échafaudages dont eux seuls connaissent les normes de sécurité. Ce sont les femmes qui transportent les gravats. Dans un sobre atelier, un artisan de textile dévoile la patience qui se cache derrière les étoffes de Jaipur. Des gestes rapides mais précis, des motifs qui prennent forme grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération. Les marchands essayent évidemment de nous vendre leur soie et cachemire, dont la qualité peut varier. Plus tard, la route grimpe vers le temple des singes, où marches, sanctuaires et macaques joueurs et curieux nous guident toujours plus haut. Un homme essaye de nous expliquer qu'ils sont sympas pour quelques roupies. Lorsque le soleil décline,
nous atteignons le temple du soleil, socialisant avec un jeune souhaitant pratiquer son anglais et observant Jaipur s'illuminer doucement. La journée ne s'achève pas devant un monument, mais dans une maison. Chez Bilou, on prépare le repas ensemble, les histoires abondent. On partage le dîner et le henné se dessine sur les mains. La ville ralentit enfin. À Jaipur, grandeur et intimité coexistent, et c'est souvent dans les moments les plus simples qu'un lieu se révèle avec le plus de justesse. Six heures de train séparent Jaipur et Jodhpur. Après un petit déjeuner à base de paratha, pain indien farci de légumes, nos découvertes commencent à l'ombre d'une forteresse bâtie directement dans la roche. Le fort de Mehrangarh domine Jodhpur depuis son promontoire rocheux, massif et presque irréel. À l'intérieur, cour et palais luxueux racontent la puissance des Maharajas. Les salles richement ornées du palais dévoilent des plafonds finement sculptés, des panneaux de bois ciselés, des armes de toutes sortes ou encore des palanquins dorés. De nombreux nids d'hirondelles décorent les plafonds des cours du fort. Sur les 500 mètres qui séparent le fort du White Temple, on se fait accoster une vingtaine de fois pour un rickshaw. Cet édifice est en fait un cénotaphe, un mémorial funéraire royal. Il représente un havre de calme au milieu du tumulte. Le marbre est translucide et laisse entrer la lumière, comme au Taj Mahal. Un artiste donne de l'ambiance locale avec son Ravanata. En contrebas, la ville bleue s'étend comme un océan de maisons indigo. En descendant dans les ruelles, les murs colorés guident nos pas à travers un labyrinthe vivant. Les maisons sont souvent ornées de motifs traditionnels et de façades décoratives qui reflètent à la fois l'esthétique rajpoute et le patrimoine culturel local.
On s'arrête à une échoppe et on s'extase devant les momos proposés par le jeune homme sympathique. Les bazars nous mènent jusqu'au Sardar Market et sa tour de l'horloge, place principale de la ville. Les bazars débordent d'épices, de fruits et de légumes, de tissus et de métal martelé. Ici, Jodhpur s'exprime pleinement, bruyante, dense, profondément ancrée dans le quotidien. Ça, c'est du bétel, une plante dont les feuilles vertes produisent une légère stimulation et aident à la digestion. On rencontre ensuite le célèbre Lentil Man, un artisan et professeur patient qui compose des tableaux minutieux avec un nombre incalculable de détails, connu pour avoir peint un éléphant sur une lentille en moins d'1 minute. On termine la journée sur le rooftop de notre hôtel à déguster un curry maison with a view. Notre hôte de l'hôtel Devkoti nous explique 2-3 choses sur la ville bleue. Welcome to the Blue City at the Devkoti. We are respected to all the guests to the welcoming to our own town, which is we call Jodhpur. Jodhpur knows as everybody knows the Blue City we call. We have lots of houses painted with the blue color, which is people knows as the Blue City, but we made with the indigo color and the limestone. And we have 2 more attraction about the fort, which you see just behind of me, and the White Palace, that direction near to the fort. Always respectful guests, welcome to our town and to the fort. And the blue alleys surrounded, we are suitable Devkoti at to the old town, which is surrounded by the blue alleys in the town. Welcome. Le deuxième jour nous mène hors du centre, vers les jardins de Mandore, ancienne capitale princière. Cénotaphes, temples et végétation composent un paysage où l'histoire semble se dissoudre lentement dans la nature. Les langurs gris ajoutent une touche vivante et sauvage à ce site historique. De retour en ville, nous flânons entre échoppes locales et marchés, avant de redescendre vers l'ancien réservoir de la ville datant du XVIIIe siècle, rappelant l'importance vitale de l'eau dans cette ville aux portes du désert. Non loin des ruelles bleues, on peut voir 2 stepwells ou puits à degrés restaurés, où la pierre épouse la géométrie et où la fraîcheur offre un refuge silencieux. La fête dans la rue est palpable. En fin d'après-midi, nous atteignons le Umayyad Bhawan Palace, immense palais art déco mêlant grès doré et lignes modernes avec une collection rétro de voitures de luxe. La soirée s'achève en musique au Jankar Haveli où des notes locales résonnent dans une cour éclairée à la bougie, prolongeant la journée dans un rythme tout aussi effréné. Dans les instruments, on peut distinguer le dholak, un tambour cylindrique à 2 faces, et l'harmonium, un petit coffre à souffler qui produit des mélodies continues comme un accordéon. Les chants racontent souvent des histoires folkloriques ou dévotionnelles, transmettant la culture rajasthani de génération en génération. Le 3e jour, la route s'éloigne de la ville et traverse des paysages arides ponctués de vie sauvage.
Sur le chemin, antilopes, blackbuck, gazelles, chinkara et pans royaux apparaissent librement, protégés par la communauté Bishnoi dont le respect de la nature est au cœur de la culture. Cette communauté vit selon 29 principes, fondés au XVe siècle, prônant la non-violence, la protection de la faune et l'harmonie entre l'homme et son environnement. Dans les villages Bishnoi, les maisons de terre racontent une architecture durable et symbolique. Les murs sont façonnés à partir d'un mélange de boue, de paille et de bouse de vache, formant des cercles décoratifs qui isolent et qui servent également comme combustible pour cuisiner ou se chauffer. À notre arrivée, un chef de famille autochtone nous offre une boisson traditionnelle à base d'opium. Geste ancien de bienvenue et de confiance profondément codifié. Il nous montre comment placer un turban. Dans un autre village, un artisan nous enseigne comment les poteries sont modelées lentement, avec des gestes précis, transmis de génération en génération, et le guide explique les différentes étapes. On s'y essaye, mais ce n'est pas pour tout de suite. Finalement, notre guide nous explique comment les tapis sont tissés à la main, représentant des motifs propres à chaque famille de la communauté. On est convié chez notre guide à un curry maison à base de moutarde et mini aubergines, produits locaux de ces contrées. À Jodhpur, entre forteresse, ruelles bleues et village du désert, le voyage devient rencontre avec une ville, mais surtout avec une manière d'habiter le monde. Environ 6 heures de rail relient Jodhpur et Jaisalmer à travers les paysages arides du désert du Thar. Après un petit dosa bien épicé, notre première journée à Jaisalmer commence dans le dédale des Haveli, les demeures des commerçants devenus riches sur la route de la soie. À Salam Singh Ki Haveli, les façades quelque peu délabrées, sculptées en grès jaune, racontent les histoires des marchands et des familles royales. Non loin, Kotaris Patwan Ki Haveli s'étend en un complexe de salles et de patios où chaque pierre témoigne de luxe, du raffinement et de l'ambition commerciale de Jaisalmer. On peut observer des motifs floraux et balcons délicats s'alignant sur des cours silencieuses, tout en combinant esthétique et ventilation adaptée au climat désertique. Beaucoup d'Havelis sont désormais des maisons privées et certains hôtels s'approprient le terme alors que ce ne sont que des façades sans histoire. En traversant la ville, le fort doré surgit au sommet de la colline. Les remparts teintés d'or par le soleil couchant dominent la vieille ville en contrebas. À l'intérieur, ruelles étroites et bazars colorés se mêlent aux maisons en grès jaune, aux boutiques d'épices et aux échoppes d'artisanat. Ici, chaque pierre et chaque balcon semblent raconter l'histoire d'un désert façonné par la pierre, le commerce et la culture. Dans la rue, on a goûté au jalebi, ces spirales croustillantes imbibées d'un sirop de sucre parfumé. Le soir tombé à Jaisalmer, nous assistons à un spectacle de marionnettes traditionnelles où fil et bois donnent vie à des légendes locales, accompagnées de musique et de chants qui font vibrer la cour du Haveli.
Après le spectacle, nous partageons un délicieux thali servi sur un plateau rond comprenant riz, rôti, légumes, lentilles et curry, un véritable festival de saveurs qui résume la richesse de la cuisine rajasthanie. On débute notre deuxième journée avec un petit chai sur notre rooftop, vue sur fort. Puis on se dirige vers les bords de l'eau du lac Gadisar, ancien réservoir construit au XVIIe siècle pour l'approvisionnement en eau de la ville. Ses rives sont bordées de petits temples et pavillons, et les reflets du matin dans l'eau créent une atmosphère paisible avant que la journée ne commence. De là, nous rejoignons les 7 temples Jain du fort, où marbre et sculpture révèlent un sens du détail presque obsessionnel. Les scènes gravées sur les murs, figures divines et mandalas minutieux plongent le visiteur dans un silence contemplatif. Le jaïnisme, religion ancienne de l'Inde, prône la non-violence absolue, le respect de toute forme de vie et la recherche de la libération spirituelle par la rigueur spirituelle et la méditation. Petite pause street food pour goûter le bel puri. Mélange croquant de hariis soufflés, légumes frais, herbes, chutney sucré et épicé et de petits crackers appelés sève. Nous visitons ensuite le palais du fort avec ses cours ombragées, ses fenêtres finement sculptées et ses chambres rococo, avant de gravir les toits pour observer la vie locale avec un peu de recul. L'après-midi nous mène en 4x4 loin de la ville. On passe d'abord par des petits villages pour arriver dans les dunes du désert du Thar, près de Kuri. Là, nous marchons seuls dans les dunes. Chaque grain de sable semble danser avec le vent, et les dunes se transforment sans cesse, dessinant un paysage toujours nouveau. Deux, trois touristes arrivent à Dochamo. Ensuite, ceux-ci sont attelés pour se reposer. On passe petit à petit du doré
à des tons orangés, rouges et violets. Nous attendons le soleil se coucher tranquillement avec une version indienne de l'apéro. On se réjouit de manger en sentant les odeurs du curry maison. Sous un ciel constellé, nous partageons le repas simple et chaleureux à la lueur du feu de bois. Entre dunes silencieuses et feux vacillants, le Rajasthan se révèle dans toute sa grandeur et sa douceur. Un voyage où chaque souffle de vent, chaque repas et chaque rencontre raconte l'histoire d'une Inde intemporelle et véritablement vivante.